immatériel pour attirer les investisseurs. Alors, c'est une petite coquille dans le titre de cette présentation-là, c'est les investisseurs. Alors, pour vous, juste pour bien cerner, quels sont vos actifs immatériels? Quel est selon vous les actifs immatériels en fait de société? Nos brevets. Alors, oui. Ouais. Mais il n'y a pas que. La marque. La marque, L'image de la société. l'image de la société, effectivement. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Droit d'auteur. Tout ce qui est droit d'auteur, oui. Des logiciels. Les logiciels, oui. Il y en a encore. Hein. Il y en a encore quelques-uns, parce que vous avez placé. Surtout, on va dire, vous avez surtout parlé, on va dire, de propriété industrielle, là, parce que ça part effectivement l'image. Mais il y a aussi tout ce qui est, on va dire, Les process industriels. les process industriels, effectivement, Ça peut être des recettes peut-être. des recettes, Dessin de modèle. des design modèles, oui, Le savoir-faire des équipes. le savoir-faire des équipes, Ah ouais. Ouais. je dirais même l'équipe, L'équipe. l'équipe Enfin, de l'équipe l'équipe, ça important, dépend le des- capital humain, enfin, l'équipe parce que en le capital général. humain est important. Et après, une société, elle vit aussi parce qu'elle a des clients, elle a des fournisseurs, D'accord. des partenaires. Mhm. Donc c'est un petit peu tout ça en fait qu'on peut, on va dire, inclure, on va dire, dans les actifs immatériels, c'est toute la partie, on va dire, qui n'est pas matérielle. Donc effectivement, il y a l'équipe, Large, alors. l'organisation de la société, son réseau, c'est le réseau peut être important, la manière dont les gens vont parler d'elle, ça peut être aussi important. Donc après, tout ce qui est marque, innovation, toute la partie innovation, donc les brevets, le savoir-faire, les bases de données qu'on pourrait inclure dans l'innovation. Et après, toute la partie, on va dire, clientèle, fournisseur, partenaire. Bon, aujourd'hui, on va surtout parler, on va dire, de la partie propriété industrielle qu'on va valoriser. Et on dira quelques mots quand même sur l'équipe plus tard. Mais tout ça, ça fait partie des actifs immatériels et qui sont relativement importants à connaître et à voir pour bien comprendre aussi comment on va dire, un investisseur va aussi regarder ces éléments pour pouvoir investir dans une société. Donc, on posait tout à l'heure une question, quelle est la différence entre propriété intellectuelle et industrielle? La propriété intellectuelle, c'est on va dire, c'est le chapeau qui va regrouper l'ensemble des choses. La propriété industrielle est une partie de cette propriété intellectuelle. La propriété industrielle est vraiment spécifique sur la technique, sur les titres en fait, qu'on va avoir, comme les brevets, les marques, les dessins et modèles. La propriété intellectuelle, on est plutôt sur, ça va regrouper aussi la propriété littéraire artistique, tout ce qui est lié aux droits d'auteur et droits voisins. Le côté créatif, on va dire, qui sont. Et après, il y a les droits spécifiques, en fait, dans la propriété intellectuelle, liés au savoir-faire, au nom de domaine, aux indications géographiques, à la base de données, les topographies de semi-conducteurs, les certifications d'obtention végétale. Donc ça, cette propriété intellectuelle, elle est vaste. Donc nous, on va surtout parler de la propriété industrielle, parce que c'est là où il y a des titres qui sont valorisés, qui sont valorisables. Ça ne veut pas forcément dire que le reste n'est pas valorisable. Le savoir-faire est valorisable, les bases de données sont bien entendu valorisables, les droits d'auteur aussi, tout est. Mais nous, on va avoir un petit focus, on va dire, sur la propriété industrielle, parce que c'est pour une start-up, c'est quand même, elle dépose des brevets, elle dépose des marques, des dessins et modèles. C'est quand même des choses qui sont quand même relativement importantes pour elle. Propriété industrielle. Là, je vous ai mis un exemple que vous avez peut-être déjà vu. C'est une société que j'ai accompagnée il y a quelques années qui ont développé des vélos. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont pu protéger en fait là-dedans? Le design du vélo. Alors le design du vélo, effectivement. Le design du vélo, un petit peu L'appli. l'application. L'application, oui, ils ont développé l'application pour pouvoir effectivement protéger. Éventuellement au process, ils ont amélioré quelque chose. Oui. Alors il y a un petit indice quand même sur, il y a quand même du brevet en fait là-dedans. L'intégration des batteries, si c'est un vélo électrique, un truc comme ça. L'intégration des batteries. Là actuellement, alors l'intégration des batteries, elle était la batterie est dans le tube. Dans le tube de sel. Mais ils ont
dire, leur premier brevet qui est important, c'est que ça a permis en fait, ils ont créé une conception, on va dire, de cadre qui permet en fait d'avoir un stockage très compact. Comme vous voyez là, tous les vélos sont accrochés les uns aux autres. Ce qui permet de mettre une vingtaine de vélos, un peu moins, il y a une vingtaine de vélos sur une place de parking. Alors qu'aujourd'hui, si vous prenez des Vélib ou autres, je sais plus, ou les systèmes je ne sais plus comment ils s'appellent ici, c'est chaque vélo a son emplacement. Donc là, ils ont créé un système de vélo partagé qui permet en fait de compacifier le stockage. Et en plus, ce qui est très astucieux, c'est que c'est accroché sur une borne qui est au bout, et cette borne a une batterie qui va recharger l'ensemble des vélos. Donc ils ont développé, donc il y a un brevet en fait autour, lié en fait à ces connecteurs que vous voyez là sur les côtés, qui permettent de se connecter les uns aux autres et après de générer, on va dire, de permettre en fait de faire ce système en fait compact de vélos partagés électriques qui peut se recharger facilement. Donc là, il y a eu du brevet, il y a une base de données pour les utilisateurs, il y a une marque, parce que c'est quand même un service qui est autour, donc il y a une marque, il y a du dessin et modèle, mais voilà, il y a aussi après effectivement du droit d'auteur avec le logiciel qui est autour. Donc ça nous donne un petit peu, voilà, dans un vélo ou dans n'importe quel, on va dire, il y a des objets du quotidien sur lesquels il y a beaucoup de droits en fait différents pour protéger, on va dire, le système. Là, je vous ai remis, on va dire, un schéma type d'un développement d'un projet d'innovation. Donc généralement, on a la création d'une nouvelle offre, dans le but d'alimenter, on va dire, des nouveaux projets d'innovation. On va essayer de développer industriellement cette offre, donc on va essayer d'anticiper et réduire les risques, on va essayer de la commercialiser ensuite, et on va la valoriser, cette offre. Donc cette valorisation, on est en plein dedans, parce qu'on est là pour aussi valoriser, et éventuellement après vendre la société, ou vendre l'offre à quelqu'un d'autre, la licencier à quelqu'un d'autre. Voilà, l'offre, la valorisation est quand même importante, on va dire, pour un projet d'innovation. Et quand on regarde, on va dire, un peu l'attente des investisseurs de manière générale, donc là je vous ai repris, on va dire, des articles des Échos qui ont été un de 2023 et un de 2017. Grosso modo, ils disent un peu la même chose, ils disent, voilà, le brevet, ça facilite le développement, le financement et le développement des startups. Il y avait un chiffre qui indiquait que ça permettait en fait 3 fois plus de chances de survie quand une société détient un brevet. Alors c'est pour les sociétés très technologiques. Hein. Si on parle des sociétés qui sont moins technologiques de services, après c'est la marque, l'importance, on va dire, de la marque en fait, comment elle a été mise en place et comment elle a été défendue pour aussi vendre, on va dire, le service correspondant. Ça dépend complètement aussi après de l'outil. Là sur les brevets, sur vraiment les sociétés technologiques, c'est quand même très important parce que ça permet d'aider, on va dire, ces startups à se développer et à avoir des financements. Ça met des barrières à l'entrée aussi. Ça met des barrières à l'entrée, tout à fait. Pour les autres, ça c'est non négligeable. Et c'est pour ça que les investisseurs. Mais on va en parler plus en détail. Quelques chiffres pour vous donner, un ordre d'idée. C'est un investissement en fait, dans la French Tech. En fait, c'est un extrait du baromètre Ernst & Young sur le capital risque. Donc on voit, les chiffres augmentent, on va dire, de 2018 à 2022. C'est un petit peu baissé en fait en 2023. Mais ils ont noté quand même qu'il y a eu 4,26 millions d'euros levés en 395 opérations au premier semestre 2023 pour un montant moyen de 10 milliards. 4,6 milliards pour un montant moyen de 10 millions. Ça me paraissait bizarre sinon. Le ticket moyen en cible dans la phase d'amorçage, c'est généralement entre 100 et 500 000 euros. Des fois ça peut être un peu plus, hein, c'est vraiment un ordre de grandeur.
souvent des fonds d'investissement spécialisés, voire des business angels qui sont là. En série A, donc la phase d'après, on est plutôt sur les tickets moyens qui sont plus importants, forcément, parce que le fonds d'investissement, ceux qui ont investi au début, ils vont essayer de revendre plus cher, donc au bout d'un moment, la valorisation de la société augmente. Donc ça ne paraît pas illogique non plus. Et voilà, c'est pour donner un petit peu quelques ordres d'idées, de grandeur, on va dire, des montants qui sont en jeu. Alors, les principales attentes des investisseurs. Les principales attentes, c'est avant tout que l'équipe soit solide. Un investisseur, avant tout, il va investir parce que l'équipe est importante. L'équipe, en fait, est solide et va répondre, on va dire, aux besoins, on va dire, au projet, va permettre en fait, de bien mener le projet à terme. C'est vraiment l'équipe en fait, sur lequel les investisseurs vont regarder en premier parce que ils investissent sur des têtes, plus que sur une société. Il faut aussi que la solution défendue par la société soit répondre, on va dire, à un fort besoin du marché ou un marché en forte croissance, parce que si on n'a pas, on va dire, ce caractère, cette solution correspondante, l'investisseur va peut-être pas être trop attiré, peut-être un peu moins attiré. Idéalement, si la société a déjà un portefeuille client, c'est super, parce que ça permet aussi de dire, voilà, on a commencé à vendre, donc c'est super pour les investisseurs. C'est pas forcément le cas sur les startups, parce que souvent les startups elles ont commencé à avoir quelques clients, mais elles n'ont pas forcément un portefeuille client important. Et peu importe, en fait, si on arrive à montrer que la société en fait, arrive à tirer à une attraction de marché, ce qu'on appelle une attraction de marché, les investisseurs sont souvent intéressés en fait, par ça. Et après, bien entendu, ils sont intéressés si la société a une stratégie pays de propriété industrielle cohérente et efficace, et aussi est-ce qu'ils sont libres d'exploiter sur le marché qu'ils ont visé ou à venir. Donc ça, on va regarder un peu plus en détail en fait ces parties-là, et ces parties-là souvent qui sont travaillées, les investisseurs travaillent avec les cabinets de propriété intellectuelle pour essayer de faire ce qu'on appelle des due diligence, pour essayer de voir un peu quelle est la qualité de la propriété intellectuelle, et après pour indiquer aux investisseurs si effectivement il y a un red flag, si un drapeau rouge, on n'y va pas, ou si effectivement au contraire il n'y a pas de souci au niveau de la propriété intellectuelle. Alors l'efficacité de la propriété intellectuelle, elle est, on va dire, de plusieurs types. Il y a le côté, on va dire, la protection géographique, où est-ce qu'on est allé, on va dire, le protéger, sur quel marché on est allé protéger, et le côté de la protection juridique, parce qu'un titre de propriété intellectuelle, souvent c'est une demande en fait au début, qui va être délivrée ensuite, donc il va falloir regarder la qualité, on va dire, de ce qui a été obtenu. Donc en marque, c'est ce qu'on appelle le libellé de la marque, la définition du périmètre de la société. Et en brevet, c'est le jeu de revendication qui permet, on va dire, de définir quelle est la portée, on va dire, qu'on souhaite. Si on prend le vélo, ce serait un vélo, par exemple. Les deux choses différentes, c'est soit on protège juste le cadre avec ses connecteurs, soit on protège le cadre, tout le système, on va dire. Après, lequel est le plus étendu? Le plus étendu, c'est celui qui a le moins de caractéristiques. Donc c'est le cadre, en soi. Question de la validité aussi. Est-ce que le titre est valable, même d'un point de vue juridique? Est-ce qu'il est encore en vigueur, par exemple? Est-ce que les annuités ont été bien payées? Est-ce que le titulaire n'a pas laissé tomber? Le problème de titularité, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien les bonnes personnes? Est-ce que les droits sont bien aux bonnes personnes? Tout sont des choses qui sont quand même importantes. Des fois, on a des soucis, on va dire, avec des brevets déposés par des dirigeants de sociétés, des dirigeants qui ne sont pas salariés. Et du coup, comme ils ne sont pas salariés, s'ils n'ont pas fait le contrat de cession à la société, le brevet n'appartient pas à la société. Même si... C'est itutu personnel quand on le dépose? On peut le déposer au nom de la société? Alors, on peut le déposer au nom de la société. Généralement, on le dépose au nom de la société. Mais quand on est dirigeant et qu'on n'est pas salarié, si on n'a pas fait le contrat de cession à sa société, la société n'avait pas le droit de déposer.
y a aussi quand il y a des associés qui en a un qui est finalement le CTO qui est déposé au nom de la société malgré tout. Des fois, dans celui qui s'occupe de valoriser, de négocier avec l'investisseur sur la variation de la société, des fois, il y a l'associé qui dit ouais, mais c'est pas assez valorisé, mon travail vaut plus, et certaines fois, c'est comme ça que ça capote Oui, donc aussi. ça capote. Et ça peut capoter, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ça peut capoter aussi avec quand il y a des universités qui est derrière, et qui a des SAT, qui veulent aussi défendre en fait leur précaré, qui a pas forcément les contrats n'ont pas forcément été bien ficelés. Au bout d'un moment, ça peut être un peu compliqué de savoir où est-ce qu'est la propriété intellectuelle. Donc la titularité est quand même très importante. Et nous, on voit notamment avec des dirigeants qui ont déposé pour leur société mais qui ne sont pas salariés. Souvent, on leur dit il va peut-être falloir que vous fassiez le contrat de cession, sinon on ne pourra pas valoriser la société. Ça ne peut pas se faire nativement sur le contrat de travail. Ah si. Alors généralement, en fait, Toute ça la se production du salarié sur le sera salarié. propriété de salarié, enfin, Alors, sera propriété de l'entreprise. Sur un salarié, ça pose pas de problème parce que parce qu'il y a un code de la propriété intellectuelle qui dit qu'un salarié, en fait, automatiquement, en fait, quand il invente, ça appartient à la société. Donc, même si c'est pas écrit explicitement dans le contrat de travail, ça pose pas de problème. Souvent, c'est pose problème là où les gens ne sont pas salariés. Les associés, typiquement. Les associés, les stagiaires peuvent poser des problèmes. Faut faire attention. Les mandataires qui sont juste les mandataires qui sont juste pas salariés. Les prestataires aussi sur les brevets. Les prestataires, Vérifier qu'il y a bien les sessions de droit. les sessions de droit. Donc voilà, c'est l'invention, c'est pour mémoire, l'inventeur, c'est celui qui crée. Et il faut bien définir qui est la personne qui crée. C'est pas forcément celui qui va développer, c'est celui qui crée. Donc c'est la titularité des fois peut poser souci. Et ça peut même aller très loin parce que on va pas rentrer dans le détail, mais aux États-Unis, si on déclare un mauvais inventeur, par exemple sur une demande de brevet, la demande de brevet est annulée. C'est un motif de nullité de la demande de brevet. On a moins ce problème en Europe. C'est un vrai sujet sur les startups qu'on peut rencontrer où le CEO n'est pas forcément la personne qui crée on l'a vu même il n'y a pas Ah très oui, longtemps. non, Le cerveau de la boîte, c'est vraiment un ingénieur sur tel sujet, et l'autre, c'est le directeur commercial marketing, mais qui a créé sa boîte, mais qui n'a pas inventé vraiment la solution. C'est des vrais sujets qu'on rencontre parfois. C'est un sujet qui est souvent, qui peut souvent être délicat. Parce que chacun défend un petit peu son. On est sur des zones après. Donc, Moi, j'ai eu le cas d'une start-up comme ça, j'ai commencé à l'accompagner, j'ai dit bon maintenant il faut aller vérifier que l'école ne revende que rien sur un stagiaire qui voulait s'associer pour créer la solution derrière. L'école a dit oh pas de problème, et tout à coup la cellule de valorisation de l'école a dit hop hop hop, on vous délivrera pas de document qui dit qu'on n'en veut pas. Fini. Ouais. Ça fait 2 ans que j'ai plus de nouvelles. Donc on va chercher à évaluer, on va dire, un éventuel caractère bloquant pour un concurrent. Ouais. Est-ce que le type de propriété intellectuelle, du coup, il va bloquer le marché à un concurrent ou pas? Et le côté aussi novateur de la solution. Est-ce que la solution est suffisamment intéressante pour pouvoir effectivement avoir un intérêt économique? C'est pas forcément à nous de déterminer, mais est-ce que il y a par rapport à, on va dire, de l'art antérieur, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse activité inventive ou est-ce que c'est juste une petite brique aussi? Donc ça, on est capable en fait aussi d'indiquer, on va dire, ce point par rapport à l'art antérieur, le côté novateur. La liberté d'exploitation, important aussi pour les investisseurs. La liberté d'exploitation, pour mémoire, un titre de propriété intellectuelle, que ce soit un brevet, une marque, un dessin et modèle, ça donne un monopole d'exploitation. Monopole d'exploitation, ça veut dire que vous avez le droit d'interdire à quelqu'un de faire la même chose que vous. Ça ne vous donne pas le droit de faire ce qui est dans le brevet, dans la marque, comme ça. Monopole d'exploitation est différent de la liberté d'exploitation. Alors je vais vous donner un exemple simple, c'est pour ça que je vous ai mis. Vous voyez à côté l'évolution des roues au long du temps. Donc si on se place à la préhistoire, donc on va au tout début,
celui qui a inventé la roue, grosso modo, c'est pourquoi ça a été inventé? C'était parce que les pierres étaient très lourdes à déplacer. Donc ils se sont rendus compte que en faisant un trou et en mettant un axe, bah, c'était plus facile de déplacer la pierre. Donc celui qui a inventé ça, à l'époque, si ça existait, il aurait pu déposer un brevet. Parce que c'est un effet technique particulier pour pouvoir déplacer la pierre. Mais quelqu'un peut dire à côté, ben voilà, ok, c'est super, j'ai une roue qui tourne, j'en remets une deuxième, je prends l'axe et je mets un plateau dessus. Ça fait un chariot. Donc celui qui a inventé ce chariot, bah, il peut aussi avoir un brevet. Mais par contre, il n'aura pas le droit de l'exploiter s'il n'a pas l'accord de celui qui a inventé la roue. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir bien conscience, c'est que quand on a un brevet, quand il y a un brevet qui est délivré, ça ne veut pas forcément dire qu'on est libre d'exploiter l'invention qui a été protégée. Ça veut juste dire qu'on a un monopole d'exploitation pour cette technique en fait, qui est décrite. Il faut donc vérifier. Et donc, il faut vérifier que, qu'il y a bien une liberté d'exploitation sur l'ensemble. Et c'est des choses en fait que l'on fait parce que qu'on fait régulièrement. Parce que, bon, après, sinon, on peut avoir un jour un huissier qui arrive, saisit contrefaçon, on vient prendre une partie de vos éléments, on va faire des preuves, pour faire des preuves, pour être devant un tribunal, et après pour avoir un procès de contrefaçon pour contrefaçon. C'est un peu. Si le CPI, qui est le conseil vicieux, il l'envoie sur un salon pour faire la saisie. Après, voilà, c'est les saisies ou autres, il y a plein de choses. C'est devant tout le monde. Mais c'est jamais très agréable d'avoir un matin un huissier avec un commissaire, un serrurier qui est là avec l'ordonnance en fait, du juge pour faire une saisie contrefaçon. Ça n'empêche pas que même si on fait une étude de la liberté d'exploitation, on n'est pas non plus garanti à 100% qu'il n'y ait pas de risque. Parce que, pour mémoire, une demande de brevet n'est publiée que 18 mois après. Donc pendant 18 mois, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un côté flou, comme ça. Donc du coup, il faut faire une analyse juridique, on va dire, par rapport à l'an antérieur, et ça, c'est les cabinets de propriété industrielle généralement qui le font parce que c'est pas les offices de brevet qui l'ont fait, c'est vraiment les cabinets. La cohérence, on va dire, de la stratégie propriété intellectuelle, la cohérence, c'est on a un marché qu'on veut viser. Est-ce qu'on s'est protégé sur ce marché-là? Est-ce qu'on a protégé tout le marché? Est-ce qu'on a protégé qu'une partie du marché? Il peut y avoir différentes stratégies, on va dire, de propriété intellectuelle. C'est une question, on va dire, de cohérence. Typiquement, si on prend le cas de l'industrie pharmaceutique, ils ont des gros investissements. Donc ils vont se dire, voilà, on a des gros investissements, on a un marché global. Généralement, par exemple, sur l'Europe, ils vont protéger tous les pays européens. Parce que pour eux, c'est un gros marché, donc ils ont besoin d'avoir vraiment sécurisé chacun de leurs marchés. Si on prend le cas de l'industrie automobile, des fournisseurs de pièces automobiles, ça va être un peu différent. Le marché est pourtant européen, mais les constructeurs automobiles demandent aux fournisseurs d'avoir une liberté d'exploitation sur l'ensemble du marché. Et donc, des fois, il y a certains fournisseurs, on va dire, de pièces qui décident uniquement de bloquer une partie du marché. Ils protègent la France, ils protègent l'Allemagne. Et comme ça bloque le marché pour les autres. Parce que les constructeurs veulent être sûrs en fait, d'avoir la liberté d'exploitation sur l'ensemble du marché. Donc c'est différent, mais il y a une cohérence en fait à chaque fois, et après ça s'explique. La qualité de la protection, c'est la cohérence technique aussi par rapport à la solution. Est-ce que, si je reprends mon vélo de tout à l'heure, si j'ai protégé juste on va dire, la batterie, alors que finalement c'est tout le cadre en fait, qui m'intéresse, c'est un peu dommage. Après, si j'ai protégé le cadre, la batterie, plus d'autres pièces, c'est super, ça permet d'avoir une cohérence, une protection plus importante. Du coup, avoir une qualité de protection. Pour la marque, c'est un peu pareil, c'est la cohérence du libellé.
est-ce que le libellé correspond bien à ce que la société propose en termes de produits et services. Souvent, l'INPI, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, peut-être à Technopole, vous avez peut-être eu l'occasion de discuter avec l'INPI. Souvent, ils disent aux startups, bah, ouais, ça ne coûte pas très cher, vous déposez par vous-même. Et en fait, nous, on se rend compte après, en cabinet, que des fois, on récupère les startups et on regarde leur libellé et on dit, bah non, en fait, c'est pas du tout ça. Vous l'avez fait par vous-même, mais ça ne correspond pas vraiment aux produits et services que vous avez. Sachant que c'est facile, on va dire, d'enlever, on va dire, d'un produit et service, en fait, les mots, que d'en rajouter. En rajouter, il faut redéposer une marque. Donc c'est important. Donc c'est important de se faire. Le conseil que donne l'INPI sur les marques, c'est tant que finalement on ne sait pas encore trop, c'est de déposer quand même rapidement une marque, même soi-même, même dans ton quick and dirty, quoi. Ouais, mais... Et par contre, ils disent bien de la redéposer derrière avec un conseil. Oui. Mais ça permet d'avoir déjà une antériorité. Et... Voilà, c'est le Ouais, conseil qui est donné par l'INPI, c'est celui-là. Mais des fois, sur le libellé, comme il n'est pas vraiment le même, des fois, il y a l'antériorité. Il y a bien un autre dépôt de marque qui est dit à la base, hein, quand même. C'est deux dépôts, c'est un premier et un redépôt, et normalement, il n'y a pas d'objection vu que le premier c'était déjà déposé. C'est ce qui est dit par l'INPI, enfin voilà. Ouais, ouais, des fois, ils n'ont pas toujours les mêmes interlocuteurs, donc c'est. non, mais c'est vrai, c'est très bien ce qu'ils disent ça. Mais c'est vrai que, bon, des fois, ils coupent un peu l'herbe sous le pied. Il y a les avocats aussi qui déposent des marques et souvent il faut repasser derrière, oui, surtout sur les marques. Et le signe, le signe est aussi important, on va dire, pour une société, pour la marque, parce que le signe, c'est ce qui est distinctif. Et il y a un peu ce caractère distinctif en fait qui est important. C'est est-ce que tu vois, si on s'appelle, je sais pas, si on s'appelait, par exemple tout à l'heure les vélos, le nom de leur marque c'est Zoov, ça n'a strictement rien à voir, on va dire, avec les vélos. Et pourtant, voilà, c'est quelque chose de très distinctif. Et du coup, ils vont avoir une marque assez forte, surtout s'ils font de la publicité, surtout si, pour augmenter la notoriété. Donc du coup, ça va augmenter la valeur aussi de cette marque-là, parce que on va dire tout le monde en a entendu parler. On va tout de suite accrocher, on va dire, à ça. Mais si ça s'appelait, je sais pas, les vélos partagés super-héroïques, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, c'est pas très distinctif, et donc du coup, les gens vont pas trop accrocher. On peut reprendre l'exemple aussi avec Blablacar. Tout le monde a entendu Blablacar, c'est une marque qui est très forte. Avant, il s'appelait covoiturage.com, qui est une marque basique et personne n'a accroché. Qui ne peut pas se déposer. Et qui est difficile à déposer en plus. Déposer non, mais obtenir. Oui, normalement, elle doit être refusée. Normalement, elle doit être refusée. Et les actions engagées, quand on a une marque, même quand on a les brevets, c'est important d'avoir une mise en place, une surveillance. Parce que si on n'a pas cette surveillance-là, on a défendu un précaré. On veut un précaré, mais en fait, finalement, on ne regarde pas en fait, si quelqu'un d'autre va déposer dans ce précaré-là. Et du coup, un jour, il y a quelqu'un qui va avoir déposé une marque, qui va l'avoir utilisée pendant longtemps. Ça va être très compliqué de le déloger. C'est là que les CPI, enfin là, je vends les cabinets de CPI, mais c'est hyper important parce qu'on parlait des mots justement dans les libellés, c'est là où souvent un coup de fil à celui qui a fait l'action, des fois un peu mécaniquement, où on explique ce que chacun fait, et des fois en enlevant 2 mots, 3 mots dans les libellés, hop, c'est passé, tout le monde est content et c'est fini la problématique. Plutôt que de se dire mince, ma marque elle est foutue. On a des accords de coexistence en fait, qu'on peut mettre en place entre deux sociétés pour dire ok, chacun garde son précaré, on va pas se pencher dessus. Ça peut être solutionné assez vite en général. Des fois ça peut être plus compliqué, mais souvent on trouve des solutions. Et en brevet, pareil, il faut faire attention. Alors, la surveillance brevet est plus compliquée parce que c'est plus large, etc. Mais il faut aussi voir. Et ça, je sais que ça, en termes d'évaluation, le fait de mettre en place une surveillance, le fait de faire de la publicité en fait, pour une marque, c'est quand même valorisé. On va quand même regarder ça dans la valorisation de la marque. Parler un petit peu d'évaluation financière, parce que j'ai parlé un petit peu de tout ce qui est propriété intellectuelle jusqu'à maintenant. Il y a trois grandes approches en fait, pour évaluer la propriété intellectuelle. Une première approche qui est assez simple, qui est une approche par les coûts.
c'est-à-dire qu'on va valoriser la propriété intellectuelle par les coûts d'acquisition de la propriété intellectuelle, en incluant des coûts de recherche-développement quand il y a recherche quand c'est plutôt du brevet. C'est une valorisation basique, mais qui permet d'avoir un premier prix qui est plutôt qui est minimum, on va dire, pour la valorisation de la propriété intellectuelle. Et souvent, ce qui peut être intéressant dans une première phase, on va dire, notamment d'amorçage au début, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une valorisation très importante de la propriété intellectuelle. Une approche par le marché, alors qui est plutôt une approche théorique, parce qu'en fait, on va essayer d'évaluer la propriété intellectuelle en estimant la valeur en se basant sur des transactions similaires. Mais ces transactions similaires, il faut les connaître. Il faut en avoir. C'est sur les phases un peu plus, sur les séries d'après que ça se C'est passe. sur les séries d'après, et souvent on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur des transactions similaires. Donc pour ça je dis que c'est un peu théorique. Il y a des cabinets qui ont des moyens, mais ça coûte très cher les logiciels pour les avoir. Ça coûte très cher. Ouais. Et une approche par les revenus, c'est-à-dire une estimation, on va dire, en fonction de la capacité à générer des revenus futurs ou à éviter des coûts de licence. C'est-à-dire que grosso modo, c'est si quelqu'un avait un droit de propriété intellectuelle à notre place, on aurait dû, on va dire, payer une licence en fait à un montant du chiffre d'affaires correspondant. Donc ça peut aussi donner une ordre d'idée en fait des revenus qu'on a, en fait, d'une valeur en fait qu'on va éviter, donc du coup de la valeur du titre correspond. Donc ça c'est grosso modo les trois grandes méthodes en fait qui sont utilisées pour évaluer pour faire des évaluations financières de l'API, sachant qu'il n'y a pas vraiment une méthode unique. C'est plutôt, on va essayer de faire un mix de plusieurs méthodes en fonction un petit peu aussi de la maturité de la société, du contexte, l'objectif de l'évaluation et même parfois du marché environnant. Donc c'est souvent on va essayer de souvent faire un mix en fait de ces trois-là. Pour essayer en fonction aussi de la maturité, c'est ce qu'on est en phase d'amorçage, ce qu'on est en phase de série A, etc. C'est plus des conventions de marché. Ouais. La première levée de fonds, c'est 20% de votre capital. Ouais. Vous avez besoin de X euros et c'est 20%. Peu importe la valeur. Et la valeur est fonction aussi de la qualité juridique, technique et économique de la protection. C'est-à-dire que si la protection est forte, du coup la valeur a tendance à être plus importante. Si on est plutôt sur une protection un peu faible, on va la minimiser. Mais sachant que c'est pas forcément gênant d'avoir une valeur un peu faible, surtout au début, parce que c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi mettre des actions supplémentaires pour pouvoir renforcer cette protection, donc du coup pour augmenter la valeur. Donc c'est aussi important de pas forcément avoir valorisation importante, parce qu'une valorisation, il faut qu'elle soit au juste prix. Donc là. C'est quel acteur c'est un comptable qui fait cette Alors, valorisation? La valorisation, c'est des cabinets de propriété intellectuelle qui le font. C'est nous qui on fait ça en fait pour justement parce qu'on est capable en fait de regarder juridiquement comment c'est fait, et après on a des méthodes avec des bases statistiques et autres pour pouvoir proposer une valorisation. C'est une valorisation, elle peut être challengée aussi, c'est normal. Et, on le fait. Et ça peut pas être requalifié au niveau de l'administration fiscale ou quoi, le fait que... C'est pas déclaré ça. C'est pour de la négo avec les investisseurs. Ouais. C'est pas au bilan en fait. Non. Ah ok. Si c'est vraiment un marché que tu es en train de passer avec quelqu'un, donc tu te sers du maximum d'arguments pour négocier, c'est un argument de négociation. D'accord, ok. Mais oui, comptablement, on parle de valoriser ses actifs, mais c'est pas comptable en fait. Non. D'accord. Non, c'est plutôt effectivement pour savoir en fait comment pour avoir une idée, on va dire, grosso modo des actions, on va dire, qu'on va. Tu es en train de vendre ton entreprise, en fait le produit que tu vends c'est l'entreprise, c'est ça que tu valorises de manière globale, et dedans c'est un argument sur la propriété intellectuelle. Okay. Mais bien entendu, ça peut être challengé par les comptables, ça peut être. C'est une partie de la négociation. Comme toute valorisation. Bien sûr. Donc ça, la propriété intellectuelle, c'est quand même un actif essentiel d'une société. Ça permet, c'est souvent ce qui reste, ce qui peut rester, on va dire, à la fin, si la société ne va pas très bien, au moins les liquider, c'est un petit peu les derniers actifs, on va dire, qui sont vendus,
Ça peut sauver les meubles. Sauver les meubles, ouais. Ça permet de sécuriser les investissements parce que effectivement, si on est là, que les sociétés les investisseurs sont intéressés et que la propriété intellectuelle, ils se disent voilà, ok, l'équipe elle est super, ils ont une super technologie, en plus ils sont protégés, donc grosso modo bingo, je vais être intéressé par y aller. Donc au contraire, s'il n'y a pas forcément cette pays, bon, ils vont peut-être réfléchir un peu plus. Pas forcément dire qu'ils vont pas investir, ils vont peut-être réfléchir un peu plus. Bon, assez important, c'est d'avoir ce juste prix de la valorisation. Il ne faut pas que ce soit une valorisation trop importante, parce que ça peut être compliqué après avec des investisseurs. Donc on a plutôt intérêt à avoir un truc qui correspond, on va dire, à un juste prix, on va dire, au niveau marché. Et on note, on va dire, un intérêt grandissant des fonds et des banques centrales pour connaître la juste valeur de l'API. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu noté. Et de ces actifs immatériels de manière plus générale, parce que c'est quand même important, on va dire, dans l'évaluation, on va dire, des sociétés. Donc c'est un actif qui est vraiment décisif en fait dans une levée de fonds. Donc faut pas vraiment pas le négliger. Donc c'est un levier de croissance, la propriété intellectuelle. Donc ça sécurise, toujours, je vais dire un petit peu la même chose, ça sécurise, on va dire, les marchés et ça permet d'accéder à des financements. Donc il faut, mon conseil, c'est vraiment de bien intégrer en fait cette stratégie de propriété intellectuelle en fait dans la stratégie globale dans l'entreprise, de le faire suffisamment en amont pour éviter, on va dire, des écueils, des coûts inutiles. Je vais vous donner quelques exemples qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. C'est typiquement Usain Bolt qui avait lancé les trottinettes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques années à Paris, et qui se sont fait retoquer en même pas une semaine par la société Bolt. Parce qu'ils avaient réutilisé le même nom. Le même? Non. Ah oui. Usain Bolt. Donc ils ont dû reprendre toute leur trottinette et rebadger tout. Donc ça a des coûts importants. Sur une marque, ça peut être aussi important de penser aussi au marché à venir. Il y a des sociétés qui s'appellent, que vous connaissez très bien, comme Alcatel, Blédina, qui n'ont pas forcément anticipé le fait que Alcatel, en arabe, ça veut dire le tueur. Il y a plein de voitures en France où on peut se poser la question de la marque. Oui, non, bien sûr. Blédina, s'ils veulent aller sur le marché russe, c'est quand même pas terrible, ça veut dire prostituée. Donc il faut des fois penser, il y a... Ça fait bizarre. Il y a une société japonaise qui a essayé de venir en France, qui a essayé de venir en France pour vendre des lunettes, et la société s'appelle Hypercon. Forcément, ça n'a pas marché. C'est le problème marché. Donc il faut faire attention en fait. Il faut réfléchir avant d'attaquer, de regarder. Il faut vraiment prendre la stratégie, on va dire, puis vraiment en amont parce qu'on ne sait jamais ce qui peut être. Et donc cette stratégie, elle est aussi liée. Donc c'est bien de faire appel à des conseils, pour essayer de vous aider, parce qu'en fait on est là pour vous accompagner. On est là pour accompagner les sociétés, pour justement bien montrer, on va dire, les différents écueils et essayer d'anticiper, on va dire, ces éléments-là. Ça, bien entendu, c'est un coût, on va dire, je ne vais pas dire le contraire. Mais il faut savoir qu'il existe des aides, en fait, en France, qui permettent de financer cet accompagnement pays. Donc il y a des passes pays, on va dire, proposés par l'INPI. Il y a tout est éligible au crédit d'impôt recherche. Donc 30% de toutes les dépenses liées à l'API sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Donc c'est quand même important de savoir. Après il y a d'autres aides, il y a des aides au niveau européen et d'autres pour essayer d'aider, on va dire, les entreprises à bien se faire conseiller et à bien protéger, on va dire, leur propriété intellectuelle. Je vais vous dire quand même quelques mots sur le cabinet rapidement. Normalement c'est qu'on essaie d'être assez proche des startups, des PME, des TI, des grands groupes en fait, qu'on accompagne. Donc on apporte notre expertise, parce qu'on est
soixantaine d'ingénieurs en brevet en France, une soixantaine de juristes marques. On a une certaine expertise, on a une petite équipe d'avocats en plus. Donc, après, la confiance, l'éthique, le responsable, c'est les engagements qu'on a. Nos bureaux en France, moi je suis basé à Poitiers. Je ne suis pas très loin d'ici. Mais après, voilà, nos bureaux principaux sont à Paris, Toulouse, Bordeaux, et après on a des bureaux un peu plus secondaires à Rennes, Nantes, Grenoble, et après des plus petits bureaux, Brest, Quimper, Tours, Poitiers, Montpellier. Donc le but c'est d'être vraiment le plus proche possible en fait des clients, non plutôt orienté ouest comme vous pouvez le voir, et plutôt voilà, assez proche en fait des clients pour répondre facilement on va dire aux besoins des clients. Et le domaine d'excellence on va dire qu'on a, c'est tout ce qui est marque, dessin, modèle, les brevets, tout ce qui est juridique et contentieux avec notre équipe d'avocats, et après tout ce qui est conseil en financement d'innovation pour du crédit d'impôt recherche, pour l'évaluation financière, c'est un petit peu, on va dire, les grands axes on va dire, qu'on a, pour lesquels on peut accompagner nos clients. Je vous remercie pour tout ça. Si je réponds, si vous avez des questions, je réponds volontiers. Si vous avez besoin de me contacter, on laissera de toute façon les coordonnées. Profil LinkedIn aussi pour ceux qui veulent me contacter. N'hésitez pas à... Si vous avez des questions, moi je suis là pour y répondre. J'avais une petite question concernant la stratégie. J'ai cru voir dans les slides un moment où on pouvait éventuellement opter pour une stratégie de bloquer nos concurrents. On choisissait plutôt marché ou plutôt pays dans les dépôts de marque. Alors dans les dépôts de marque, pour bloquer en fait c'est le pays, le marché en fait qu'on souhaite. C'est important, on va dire, de protéger le marché qu'on souhaite. En termes de localité, on va dire, de titre, à quel endroit, on va dire, on va avoir un type de propriété intellectuelle, que ce soit un brevet, une marque, un dessin, un modèle, selon les différents aspects qu'on veut protéger, sachant qu'il y en a qui coûtent plus cher que d'autres. Le brevet coûte plus cher que la marque, parce que c'est quand même plus lourd, on va dire, à protéger, à préparer. Mais ce qui est important, c'est de bien protéger, on va dire, ce marché-là. En fonction du souhait on va dire, de la société, du marché. Typiquement, est-ce qu'on protège le marché européen, est-ce qu'on va protéger plutôt le marché américain, asiatique, quels sont les pays asiatiques qu'on souhaite, est-ce qu'on souhaite aller en fait plus tard, où sont les pays en fait potentiellement où il y aurait de la fabrication. Par exemple, la Chine est un grand pays on va dire, où il y a de la fabrication, des fois ça peut être intéressant de protéger, surtout qu'en Chine, souvent, si par exemple pour une marque, si on n'a pas protégé la Chine rapidement, il y a quelqu'un en Chine qui va le faire. Et du coup, ça va être très compliqué de faire une action, on va dire, en Chine, parce qu'il y aura quelqu'un qui va protéger quelque chose en fait, sur sa marque, etc. Donc ça peut être important. Et après, voilà, donc c'est important de bien identifier, on va dire, le marché en fonction de ça. Donc si on veut bloquer, c'est aussi bloquer le concurrent par rapport au marché. Après, il y a on va dire, la qualité du titre. Le libellé. Est-ce que le libellé est suffisamment bien préparé? Ou est-ce qu'il est trop restreint ou quelqu'un on va faire grand chose, mais le brevet c'est pareil, question de taille de marché. J'espère avoir répondu à votre question. Okay. Parfois complexe quand on est en phase d'exploration de marché. Tout à fait. Les tendances peuvent bouger, changer, les opportunités peuvent arriver. Ouais. Est-ce qu'en cours de vie de l'entreprise, on peut reprendre sa stratégie et compléter par des dépôts sur de nouveaux marchés complémentaires, pays, je dirais, du coup. Oui, on peut, alors en marque, on peut le faire. On peut, avec le risque en fait que quelqu'un les fait entre deux. Et donc on a un délai de réponse pour savoir si alors, on peut ou pas. On a ce qu'on appelle des délais de priorité. Par exemple, vous avez déposé une marque, vous avez 6 mois pour étendre la protection à l'étranger et garder, on va dire, cette date initiale. En brevet, c'est 1 an. Donc c'est un peu plus long parce que c'est un peu plus lourd, on va dire, il y a plus de traduction. Donc c'est 1 an, sachant que, par exemple, en brevet, il y a des mécanismes pour pouvoir
garder, on va dire, réserver la protection dans 157 pays dans le monde. Donc à un an, en fait, on peut déposer ce qu'on appelle une demande PCT, qui permet de réserver cette protection et garder cette antériorité de la demande initiale jusqu'à 30 mois en fait, par rapport au dépôt initial. Donc, ce qui permet d'avoir, on va dire, 2 ans et demi de marge pour pouvoir protéger effectivement ces marchés. Sachant que voilà, on achète un peu de temps, donc à un moment il va falloir se décider que 2 ans et demi, ça paraît long, mais ça peut être aussi court pour une startup. Mais pour une marque, si on a dépassé ce délai de priorité, on peut déposer. Et on n'a pas ce problème. En brevet, dès que c'est publié, la demande est publiée, on n'a plus le droit de déposer à l'étranger. Et là, on est vraiment bloqué parce qu'en fait, c'est rentré dans l'état de la technique et ça devient, on antériorise finalement un nouveau dépôt parce que le critère de nouveauté et d'activité inventive, je ne vais pas trop parler des critères, mais les critères de validité, c'est la nouveauté. Donc il faut que ça soit différent par rapport à ce qui existait en fait, au moment du dépôt de la demande et inventif où cette différence soit suffisamment. Il faut qu'un métier ne puisse pas, on va dire, la trouver facilement. Donc il faut qu'on arrive, voilà, donc c'est important en brevet de faire attention à ces délais-là. En marque, c'est un peu moins gênant parce qu'on a moins ce critère d'activité inventive et la nouveauté. Donc un complément de on peut redéposer un peu dépôt. plus tard. Ouais. D'accord. Et combien de temps pour avoir la réponse si c'est accepté ou pas? Pour les marques, ça va assez vite. D'accord. C'est quelques mois, ça va assez vite. Brevet, c'est beaucoup plus long. En termes de pays, on commence par le nom de domaine, ça va très vite. Après, on fait la marque et le brevet, il faut vraiment le faire au bon moment. Donc ça, c'est l'accompagnement sur la stratégie globale, il est hyper important parce que c'est un coût. Il ne faut pas que ce soit non plus. Le porteur de projet qui a commencé par déposer le brevet sur son idée et après il dit maintenant je vais sur le marché, comment je crée mon entreprise, quels fonds s'il a fait dans ce sens-là, en général les fonds ont servi à payer le brevet et il n'y a plus rien pour développer l'entreprise. Ou mieux faire dans l'autre sens. Non, tout à fait. C'est sûr que le timing, on va dire, de quand est-ce qu'on protège et à quel moment on va dire on protège est important parce que c'est la stratégie. Et en même temps, on pourrait trouver tellement légitime qu'un porteur de brevet ait envie d'immédiatement le protéger. L'inventeur, pas le créateur d'entreprise. Ouais. Après, si on ne veut pas créer l'entreprise, effectivement on est inventeur, on va chercher qui pourrait l'utiliser, qui va payer la licence. Et du coup là on dépose une invention et on cherche qui va pouvoir la développer. Et quand on veut créer son entreprise et porter son propre brevet, là il vaut mieux garder le secret le plus longtemps possible, avec des accords de confidentialité. Enfin, ça dépend, si à un moment on a besoin aussi de des fonds, il faut aussi trouver la stratégie, à quel moment il faut trouver le juste milieu. Mais c'est vrai qu'un inventeur dépose moi j'en ai quelques-uns, des inventeurs uniques qui n'ont pas de société qui déposent des brevets. Alors c'est pas le plus simple pour développer la technologie parce que c'est toujours compliqué de trouver quelqu'un, le bon partenaire. Qu'ils soient assez honnêtes aussi. Qu'ils soient assez honnêtes et qu'ils aient envie. Il y en a quelques-uns. Non, mais je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est. N'hésitez pas. Moi j'ai un avis parce que je pense que je suis le seul investisseur de la Réunion. Donc merci beaucoup pour votre présentation qui est très claire. Donc effectivement, je confirme que pour nous, le fait qu'il y ait de la propriété intellectuelle, ça montre bien, parce que vous avez expliqué dans le mécanisme de protection, que la société a un actif qui a de la valeur, notamment parce que quand on dépose, je parle d'un brevet, il y a quand même toute une étude qui est faite sur ce qui a été déposé, sur les brevets concurrents. Voilà, donc on sait que c'est solide et le fait qu'il y ait un brevet, ça valide un peu le caractère innovant de ce que c'est faire la société. Donc nous, c'est vraiment un plus. Et après, comme l'a dit un peu Julien, l'évaluation financière, c'est sûr que sur le papier, on a les 3 approches que vous avez mentionnées, mais dans les faits, nous, quand on investit, c'est un mix, comme vous l'avez dit, on regarde surtout l'équipe en premier, et le fait qu'il y ait un brevet, ça fait que le dossier sera plus attractif, mais à rapport aux besoins financiers de la société, la part du capital que le dirigeant est prêt à céder.
Mais voilà, mais c'est pour un investisseur, quand il y a une propriété intellectuelle existante et puis bien solide, c'est vraiment un plus pour qu'on investisse dans le dossier. Ouais, merci effectivement pour votre témoignage. C'est intéressant, effectivement. Globalement, la connaissance autour d'un brevet aussi de l'API, où est-ce qu'il travaille sur les sujets connexes, en fait, ça permet aussi de se dire quels sont les marchés qui sont intéressés aussi. Quand on voit qu'il y a des universités aux États-Unis, à tel endroit, qui travaillent sur le même sujet, on se dit tiens, c'est peut-être un marché à regarder. Donc ça permet aussi de cibler, de bien connaître donc, toute cette étude autour des brevets, de qui est en train de travailler sur les mêmes sujets. Ça permet vraiment de cibler efficacement. Et ça, c'est une vraie valeur aussi quand on vient voir un investisseur et qu'on lui dit bah, je vais sur tel marché, parce que finalement il y a une attente, parce que je l'ai découvert en faisant de l'intelligence économique. Déjà, on a minimisé les coûts de développement à l'international et c'est hyper intéressant. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques. Bon, donc merci beaucoup, merci à tous, merci beaucoup Adrien. Et puis vous avez les coordonnées d'Adrien si jamais. Merci Saveria pour les apports en tant qu'investisseur. Il y en avait un deuxième investisseur ici d'ailleurs qui est juste dans la salle. Bonjour Saveria, c'est Valérie Delage. Ah bah oui, c'est pardon. Je ne voyais pas sur on voit pas tout le monde, j'avais. Excuse-moi, bah oui, bien sûr, il y avait Valérie aussi, ouais. Oui, je suis désolé, j'ai pas réussi à enlever le flou sur ma caméra. C'est ça. Oh, non, c'est compliqué. Et Adrien, je ne savais pas que vous étiez à Poitiers, du coup, voilà, je prends bien note que vous êtes dans le coin. Bah, avec plaisir pour échanger. Ouais. C'est ça. Merci encore, merci beaucoup. Et puis, Merci une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée, au revoir.